Hier matin, le Figaro consacrait une page entière aux recherches du professeur Gérard Lucotte sur l'ADN de Napoléon. L'article se terminait par la proposition d'un descendant de l'empereur, le prince Charles-Napoléon, d'ouvrir le tombeau des Invalides afin d'en analyser le contenu. Et voilà qui apporte de l'eau au moulin de Franck Ferrand aujourd'hui. Bonjour Franck. Bonjour Julia, bonjour à tous. Depuis le temps que nous la réclamons, cette ouverture du tombeau, ce n'est pas mon invité d'aujourd'hui, le grand spécialiste Bruno Roy-Henry, qui dira le contraire. Ça, et d'ailleurs, oui, j'imagine. D'ailleurs, demain soir, votre magazine sur France 3, L'ombre d'un doute, ce sera à quelle heure précisément ? À 22h55. 55 sera consacré justement à l'énigme du tombeau des Invalides. Exactement. Et vous savez que depuis plus de 40 ans maintenant, on se pose bien des questions sur le contenu du célèbre tombeau de l'empereur. Je dis 40 ans, vous allez voir dans un instant qu'en réalité, la question avait déjà été posée dans la presse il y a 130 ans. La célèbre armoire de fer qui, au cœur des grands dépôts des archives nationales, contient les documents les plus précieux de notre histoire, abrite notamment le testament de Napoléon. Je dis le testament, je devrais plutôt dire le dernier, et même les testaments, tant l'empereur, pendant sa longue agonie, a constamment ajouté des codicilles aux codicilles. Vous vous rappelez les circonstances. En 1814, la défaite avait conduit Napoléon à l'abdication et à son exil à l'île d'Elbe. Il va pas y rester longtemps. Il s'enfuit de l'île d'Elbe et remonte jusqu'à Paris, où il n'a guère de peine à reprendre le pouvoir, pour 100 jours qui devaient s'achever par la défaite complète de Waterloo. Une nouvelle abdication, un nouvel exil, infiniment plus dur cette fois. Napoléon espérait pouvoir gagner les États-Unis. Il a dû s'en remettre aux Anglais qui, sans lui permettre de poser un pied en Grande-Bretagne, l'ont fait conduire à l'autre bout du monde, dans l'île rocheuse de Sainte-Hélène, battue par les flots, à quelques 2000 kilomètres des côtes d'Afrique australe. C'était vraiment enfermer l'ogre, comme le surnommaient ses ennemis, l'enfermer au milieu de nulle part. Finalement installé dans la modeste demeure en bois de Longwood, entouré des quelques compagnons fidèles qui l'accompagnaient, Napoléon, on peut dire que cette fois il était bien gardé par des centaines de soldats anglais cantonnés à Sainte-Hélène, Napoléon ne va faire que dépérir forcément entre ce funeste automne 1815 et le printemps fatal de 1821. Plus de 5 ans de déchéance physique et morale accélérée par l'infection amibienne contractée par l'ex-empereur en mars 1817. Dès lors, on peut dire que mois après mois, la santé de Napoléon ne va faire que décliner. Le 15 avril 1821, il rédige son ultime testament. Il a d'ailleurs cette phrase accablante pour ses geôliers qu'il dicte, quand je dis pour ses geôliers, à commencer par Hudson Lowe, le gouverneur de l'île. « Je meurs prématurément, dicte Napoléon, assassiné par l'oligarchie anglaise et son sicaire, le peuple anglais ne tardera pas à me venger. » L'ancien empereur entre dans une longue agonie. Dans les moments où lui revient un petit peu de force et de conscience, il dicte des ajouts à son testament et ainsi, dans la nuit du 28 au 29 avril, il appelle Marchand, son valet de chambre, l'un de ses principaux fidèles, il appelle Marchand pour lui dicter un dernier codicille. Marchand est un peu pris au dépourvu, il ne trouve pas dans l'urgence une feuille de papier, alors il attrape une carte à jouer et dans la pénombre, il trace ces mots au crayon, ces mots dictés donc par l'empereur d'une voix de plus en plus faible. Je lègue à mon fils ma maison d'habitation d'Ajaccio et ses dépendances, 2 maisons aux environs des Salines avec les jardins, tous mes biens dans le territoire d'Ajaccio pouvant lui donner 50 000 livres de rente. Je lègue à mon fils. Là, Napoléon s'arrête un moment, il soupire. Je suis bien fatigué, dit-il, nous continuerons demain. C'est une nuit terrible qui commence. On est obligé de lui placer un emplâtre sur le ventre pour essayer de calmer des douleurs qui sont de pire en pire. La raison de Napoléon vacille. Dans la journée qui suit, il vomira plusieurs fois. Et là, on voit Bertrand devenir philosophe. Les larmes me sont venues aux yeux en regardant cet homme si terrible, écrit Bertrand, qui commandait si fièrement, d'une manière si absolue, supplier pour une cuillerée de café, solliciter la permission, obéissant comme un enfant, redemandant la permission et ne l'obtenant pas, revenant et toujours sans succès, toujours sans humeur. Dans d'autres moments de sa maladie, il envoyait paître ses médecins et leurs conseils. Il faisait ce qu'il voulait. À présent, il avait la docilité d'un enfant. Voilà le grand Napoléon, misérable, humble, écrit Marchand le 30 avril. Le malade, le mourant, se réveille en sursaut en criant « Ah, la mort, la mort !» À ce moment-là, il lui reste 4 jours à vivre. Le mardi 1er mai 1821, il va
Poser la grande question, note Bertrand. Il paraît dire qu'il n'y a rien après. La nuit suivante, Napoléon se réveille, il est un peu hagard, il a de moins en moins ses esprits, bien entendu. Il veut se lever, il faut attendre le jour, lui dit Montholon, un autre de ses compagnons. Et néanmoins, il est d'une telle force qu'il arrive à sortir du lit. Il faut que Montholon demande à Vignali de l'aider pour le retenir. Et à ce moment-là, Napoléon essaie de se débattre. « Ne me brutalisez pas !» dit-il. Et il retombe sur son lit. Ali, le fidèle mamelouk, accourt, ainsi que le docteur Antomarchi. On arrive à recoucher le malade. Et le matin, il est devenu doux comme un agneau. Arnott, médecin anglais, lui fait prendre un petit peu de vin avec du sucre. Et après chaque gorgée, on le voit qui répète « good ». Very good. C'est pour Napoléon vraiment la fin. Je rentrais chez l'empereur, raconte toujours Marchand, on est là l'après-midi de cette journée terrible. Il était étendu, les yeux fermés, le bras étendu sur le bord de son lit. Je mis un genou à terre et j'approchais mes lèvres de sa main sans que ses yeux s'ouvrissent. Je prévins Saint-Denis qui en fit autant sans que l'empereur les ouvrît davantage. Je continuais à rester seul debout devant le lit de l'empereur, comprimant mes sanglots, mais laissant couler mes larmes. Avec un récit sur Europe 1 qui nous relate les dernières heures de Napoléon, Franck. Oui, c'est la dernière nuit de Napoléon. Quand il s'est couché, il a demandé à Marchand « Comment s'appelle mon fils ?» Et là, Marchand a répondu « Napoléon ». Ça aurait voulu être prémonitoire. Napoléon II régnera bientôt pour tous ceux qui lui sont fidèles, parce qu'évidemment, pour l'instant, il est en exil en Autriche, un exil dont il ne reviendra jamais, vous le savez. Cette dernière nuit est terrible, évidemment, la nuit du vendredi 4 au samedi 5 mai 1821 sur cet îlot rocheux de Sainte-Hélène, perdu totalement dans l'Atlantique Sud, là-bas, loin, très très loin de la moindre côte, à plus de 2000 kilomètres, vous imaginez. Pendant cette nuit en question, vers 2 heures du matin, Montholon croit entendre des mots sortir des lèvres de l'agonisant. Ce sont vraiment des murmures. France, croit reconnaître Montholon, armée, tête de l'armée, et puis aussi Joséphine, et puis enfin peut-être mon fils. Je dis peut-être parce que c'est vraiment murmuré maintenant. On a envoyé au gouverneur de l'île, à Hudson Law, on lui a envoyé le fameux signal pour lui annoncer la mort imminente de l'empereur. Donc il accourt et à son arrivée, il apprend que cette fois le prisonnier d'État n'a plus du tout sa conscience. La chambre a été envahie par tout ce qu'il y a de Français sur l'île, évidemment. Ils sont tous là pour voir mourir Napoléon. Le visage est très altéré, très pâle, les yeux voilés, sont à demi ouverts. On a l'impression que Napoléon fixe le pied du lit. Sa main droite, qui est totalement inerte, qui est moite, pend le long du drap. Il a commencé les râles. C'est vraiment la fin, c'est l'agonie. Et à 7h30, Napoléon s'évanouit. La vie a l'air de revenir à 8 heures. On le voit qui se met à pleurer. C'est Bertrand qui vient essuyer les larmes. La journée va être très longue, mais l'empereur s'éteint peu à peu, vraiment très petit à petit. Et à 5h49, il meurt. Alors, il y aura bien sûr une autopsie du corps de l'empereur. On va y revenir dans un instant en compagnie de Bruno Roy-Henry. Ses obsèques auront également lieu. Il sera enterré donc ici, sur Sainte-Hélène, au Val du Géranium, où son corps restera pendant 19 ans avant le fameux transfert, ce qu'on appelle le retour des cendres de 1840. Ce sur quoi j'aimerais insister, c'est ce qui s'est passé le lendemain de la mort de l'empereur, le 6 mai 1821. C'est la prise d'empreinte pour le masque mortuaire. Le gouverneur Law a suggéré au docteur Antomarchi de prendre cette empreinte du visage de Napoléon. Et Antomarchi s'est défilé. Il a argué de la piètre qualité du plâtre dont il disposait sur l'île. Il dit qu'avec le plâtre qu'il a sous la main, il ne pourra rien faire de bien. Et le lendemain seulement, le lendemain après-midi, le 7 mai, un médecin anglais qui s'appelle le docteur Burton va apporter à Antomarchi un plâtre tout à fait convenable pour ce type d'opération. Et néanmoins, le docteur Antomarchi continue de refuser à prendre l'empreinte, ce qui ennuie évidemment Madame Bertrand, qui était désireuse de se procurer une sorte de dernier témoignage, une ultime consolation, au moins pour la mère de Napoléon et puis bien sûr pour son fils. C'est de Madame Bertrand du reste que va venir l'initiative. C'est elle qui invite le docteur Burton à se substituer à son confrère Antomarchi et finalement une empreinte est bien prise vers 16h ce même 7 mai.
Ça veut dire qu'il y a 2 jours exactement, puisqu'on est vers 16h, 2 jours que l'empereur est mort maintenant. Il est regrettable, va écrire le Mamelouk Ali, que l'on n'ait pas songé à prendre plus tôt le masque, car le 7 mai, les chairs étaient devenues trop molles pour obtenir une empreinte régulière des traits. Et c'est un fait qu'à cette heure, le défunt était déjà tout défiguré. Précisons qu'Antomarchi va quand même aider Burton à prendre les empreintes au sommet puis à l'arrière du crâne. Le lendemain matin, on coule en plâtre les éléments de ce qui devrait devenir un futur buste. Seulement, le résultat est pas possible. Le plâtre qui a été fait a un caractère vieillardé par l'affaissement des chairs, se lamente Marchand. Burton laisse les 3 blocs de plâtre sécher sur la cheminée du salon et quand il revient à Longwood le lendemain, donc le 9 mai, il constate la disparition du principal bloc, le bloc facial. Madame Bertrand s'en est emparée, semble-t-il. Par la suite, le praticien anglais aura beau supplier, aura beau protester auprès du gouverneur, avertir les douanes et jusqu'au cabinet de Londres afin de faire saisir ce moulage de la face de Napoléon mort, ce moulage ne lui sera jamais restitué. Après avoir un temps confié le fruit du vol, si je puis dire, au docteur Antomarchi, Madame Bertrand le récupère et depuis Londres, elle le fait parvenir à Rome, à la mère de l'empereur, qui est tout simplement horrifiée par la laideur de ce qu'on lui montre et qui confie aussitôt à son frère, le cardinal Fesch, cette relique très funeste, très funèbre, pour s'en débarrasser. En septembre 1821, soit 4 mois après la mort de l'empereur, le docteur Antomarchi se rendra lui-même à Rome et cette fois il emporte dans ses bagages plusieurs variantes d'une nouvelle empreinte qui est présentée à nouveau à la mère de l'empereur, mais c'est pas le même masque qu'on lui présente. Cette fois, c'est le fameux masque Antomarchi avec un visage en lame de couteau, des traits vigoureux, presque juvéniles. Où est-il, l'ancien visage de l'empereur, celui où l'affaissement de chair devenue trop molle donnait un caractère vieillardé et tout défiguré au faciès? Ça, on ne le sait pas, c'est un mystère, ou plutôt on le sait, et ce qu'on sait nous amène dans les méandres d'une enquête extraordinaire, une enquête dont le principal responsable est à mes côtés dans ce studio. Dans un instant, nous allons lever le voile sur un des plus grands mystères posés par la mort de Napoléon, et vous allez voir que ce mystère nous entraîne vers d'autres mystères. Nous vous retrouvons, Franck, sur Europe 1 avec votre invité aujourd'hui, Bruno Roy-Henry, historien spécialiste de l'époque révolutionnaire et napoléonienne et auteur notamment de Napoléon, l'énigme de l'exhumé de Sainte-Hélène aux éditions de l'Archipel. Bonjour Bruno Roy-Henry, merci d'être avec nous. Alors vous reviendrez, si je puis dire, mais à la télévision cette fois demain soir, puisque nous consacrons donc ce numéro de l'ombre d'un doute au mystère du tombeau des Invalides. Qu'y a-t-il dans le tombeau de Napoléon aux Invalides? Est-ce qu'il y a un corps? S'il y a un corps, est-ce que c'est bien celui de Napoléon? Et est-ce que finalement ce tombeau ne serait pas vide? C'est ce que vous prétendez. Vous allez nous expliquer sur quels nouveaux éléments vous pouvez vous appuyer pour aller encore plus loin que d'habitude, si je puis dire. Avant ça, j'aimerais que nous revenions, nous, sur un aspect que je n'ai pas eu le temps de traiter dans le cadre de l'émission de télé. C'est bien d'avoir quand même ces deux tribunes. C'est qu'on veut parler de tout ce que je n'ai pas pu mettre à la télé aujourd'hui ensemble. J'aimerais que nous revenions sur toute cette énigme du masque. Avant cela encore, il faut que nous rappelions à nos auditeurs dans quel contexte tout cela s'inscrit. Napoléon meurt donc le 5 mai 1821 dans cette île de Sainte-Hélène. Il est autopsié, il est inhumé sous le contrôle des Anglais, toujours, bien entendu, et de ce gouverneur Hudson Law qui aura été son geôlier jusqu'au bout. Il est enterré au Val du Géranium à Sainte-Hélène et puis une fois Napoléon enterré, j'ai envie de dire le dispositif. Alors déjà tous les Anglais, tous les Français repartent, évidemment, ils n'attendaient que ça. Les Anglais allègent considérablement le dispositif à Sainte-Hélène, bien entendu, et puis les années passent, et en 1840 seulement, le gouvernement, c'était Adolphe Thiers qui était Premier ministre du roi Louis-Philippe, les Français, en accord avec la reine Victoria, décident de rapatrier les cendres de l'empereur. On envoie donc une mission, c'est le fameux navire, la Belle Poule, qui est dirigé par le prince de Joinville en personne avec le comte de Rohan-Chabot. On envoie donc cette mission à Sainte-Hélène pour chercher le corps. On ramène, un corps en France et il est inhumé en grande pompe aux Invalides, le célèbre et monumental tombeau de Visconti, le tombeau de Faux-Porphyre, qui est actuellement sous la magnifique coupole des Invalides. Ce tombeau sera construit plus tard et Napoléon définitivement inhumé en 1861. Donc, la question qui se pose, c'est
l'identité du corps rapatrié de Sainte-Hélène en 1840. Parce que, on ne va pas entrer dans tous les détails, mais ce qu'il faut que vous nous disiez, c'est qu'il y a un certain nombre de différences entre ce qu'ont pu constater les témoins lors de l'inhumation en 1821 et ce qu'ont pu constater les témoins lors de l'exhumation en 1840. Entre ce qu'on a en 1821 et ce qu'on a en 1840, il y a un certain nombre de différences. Lesquelles, en quelques mots? D'abord, le nombre de cercueils, peut-être. Oui, en effet. Ben, vous savez, il y a déjà une trentaine d'anomalies environ, Oui. Ce qui fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Hein. Essentiellement, c'est l'aspect physique du corps, et puis au niveau de l'uniforme, les détails qui ne coïncident pas. Les décorations, il y en a une qui manque en 1840. Donc vous avez une série de distorsions de cette sorte. Les vases contenant les entrailles de l'empereur ne sont pas au même endroit dans le cercueil. Exactement. Et d'ailleurs, les témoins qui sont là, Marchand et les autres, avaient la mission de ramener en France le cœur de Napoléon. Or, ce cœur qui est normalement dans un des vases, ils ne vont pas y toucher, ils vont le laisser enfermé dans le cercueil, ce qui est tout de même curieux. Alors, dans les autres détails, ça va jusqu'aux bottes qui sont ouvertes avec les doigts de pied qui dépassent de chaque côté. C'est très curieux. Au moment où on rouvre le cercueil de l'empereur en 1840, les deux bottes, ont été décousues au bout. Exactement. Les doigts de pied dépassent. Ils ne sont plus dans des bas, alors que l'empereur avait été inhumé dans des bas de soie. Les bottes étaient bien entendu formées. Il avait aussi des éperons aux bottes. Il y avait des éperons. Normalement, il y avait des éperons et aucun témoin n'en parle. Ouais. Alors peut-être qu'on peut dire aussi que au moment de l'exhumation en 1840, les témoins n'étaient d'abord pas très près physiquement de la bière. Il faisait presque nuit puisque l'inhumation a lieu aux petites heures vraiment à l'aube. Et par ailleurs, ça ne dure pas très longtemps. Ils ont eu quelques minutes pour voir ce qu'il y a dans la bière. C'est vrai, mais on a quand même un détail qui est donné par le docteur Guillard, qui était le chirurgien de la Belle Poule, qui est très précis. Qui est le navire donc qui ramène. Voilà, c'est ça. C'est vraiment l'homme de l'art qui est là pour ça. D'ailleurs, il examine attentivement le corps de Napoléon. Il va jusqu'à le toucher d'ailleurs, ce qui nous vaudra peut-être aussi de parler d'un morceau d'épiderme. Et donc, grosso modo, les autres témoins reprennent à peu près la même version. Il y a quasiment unanimité sur ce que les uns et les autres voient. Et malheureusement, il y a de grosses différences avec 1821, d'où les nombreuses questions que l'on a pu se poser. Celui qui le premier a repéré ces très grosses différences entre l'enterrement et l'exhumation, c'est Georges Rétif de la Bretonne, qui était un journaliste. C'était au moment du bicentenaire de la naissance de Napoléon, donc en 1969. Il fait paraître un livre devenu mythique qui s'appelle Anglais. Alors le titre est un peu spécial, Anglais, rendez-nous Napoléon. Et il explique dans ce livre justement toutes ces différences, mais il va beaucoup plus loin. Il en tire toute une théorie. Il explique ce qui aurait pu se passer. On aurait substitué le corps de l'empereur et on aurait mis à sa place Cipriani. Et c'est là qu'intervient notre affaire de masque mortuaire. Comment Georges Rétif de la Bretonne s'y prend-il pour nous dire que l'homme qu'on aurait substitué, le corps qu'on aurait substitué à celui de l'empereur, est celui de son maître d'hôtel Cipriani? Bruno Roy-Henry. Eh bien, parce que vous n'aviez pas 36 masques mortuaires ou 36 empreintes qui traînaient à Sainte-Hélène, forcément. Et lorsque Cipriani est décédé, on a tout lieu de penser que Omira, qui était le docteur irlandais auprès de Napoléon, aurait pris son empreinte pour ensuite la donner à sa famille. Or, en 1821... Donc il aurait pris l'empreinte de ce maître d'hôtel qui était mort, lui, dans des en 1818, en février 1818, dans des circonstances curieuses qui font soupçonner un suicide, éventuellement, ou un assassinat, c'est difficile de trancher. Mais en tout cas, il y a cette empreinte que Cipriani laisse à la postérité, si j'ose dire, et qui va venir s'introduire dans la légende impériale, parce que du fait de tous les compagnons, on va donner cette empreinte comme étant le visage de Napoléon, car le vrai visage de l'empereur en 1821 était vraiment impossible à restituer à la postérité. C'est ce que je racontais tout à l'heure. En fait, quand on a présenté notamment à la mère de Napoléon à Rome, quand on lui a présenté l'empreinte qui avait été prise sur son fils, elle a poussé des cris parce que il était vraiment devenu d'abord obèse, les traits étaient complètement affaissés. On a pris l'empreinte, on l'a vu tout à l'heure, 48 heures après, donc les chairs n'étaient plus tendues et forcément c'était une figure d'épouvante en quelque sorte. On l'a d'ailleurs, bien sûr. Alors, on pense que nous avons bien le masque authentique, puisque c'est le fameux Dismasque qui a séjourné un temps à Londres, au Royal United Museum Service, qui est tout à fait une institution britannique reconnue. Et pendant plus de 30 ans, les Anglais ont exposé le masque mortuaire de Napoléon, sans que personne n'y voit d'ailleurs aucun inconvénient. Et c'est Georges Rétif qui a, si j'ose dire,
fait le scandale, justement en disant comment se fait-il que ce soit les Anglais qui aient gardé le masque authentique. Et naturellement, les autorités françaises n'ont pas voulu admettre son raisonnement et considèrent que c'est toujours le masque présenté par Antomarchi qui est le masque authentique. Alors Antomarchi présente effectivement donc ce deuxième masque à la mère de Napoléon, à sa famille, etc. Il présente ce deuxième masque bien plus tard. C'est ce masque qui est, lui, très émacié. On a presque l'impression d'un visage de jeune homme. Ça paraît peu probable. Et ça ne correspond pas du tout à tout ce qu'on sait, à tous les témoignages qui nous parlent du physique de Napoléon sur la fin. Bien entendu, vous avez de telles différences au niveau du nez, au niveau des mâchoires, au niveau de la largeur de la tête. La question de la barbe aussi, il faut peut-être dire un mot de ça. Alors la barbe, ça fait partie des détails qui ont été relevés, effectivement. Lorsque les témoins voient l'empereur dans son cercueil, enfin la personne qui est censée être l'empereur, eh bien ils constatent que la barbe est repoussée, elle est très noire sur les joues de Napoléon, dont on a appris d'ailleurs qu'il était plutôt blond, ce qui est tout de même curieux. On vient d'apprendre ça hier. Et donc Marchand s'en étonne, car il se souvient avoir rasé l'empereur de près 2 fois, juste après sa mort, et encore une fois le lendemain. Donc par conséquent, une barbe repoussée de près de 2 cm, ça fait tout de même des contrastes étonnants. Post-mortem, c'est pas possible. Donc, ce que vous dites, c'est qu'à partir du moment où l'on a ce masque Antomarchi, qui est l'empreinte mortuaire de Cipriani, donc le maître d'hôtel de l'empereur et son frère de lait. On va pas trop entrer dans l'histoire de Cipriani. Il est présenté, si vous voulez, par Antomarchi dès 1833 comme étant le masque de Napoléon. Et il y a un comité bonapartiste qui le soutient, qui comprend le général Bertrand d'ailleurs, le fils du maréchal Ney, enfin toutes les notabilités bonapartistes, parce qu'on a voulu faire un masque de propagande, on a voulu servir la légende. Ce qu'en conclut Georges Rétif de la Bretonne en 69, c'est qu'en fait, si l'on a substitué les masques, on a bien pu aussi substituer les corps, et que le corps qui a été rapatrié à Paris en 1840 à la demande du roi Louis-Philippe, n'étant pas, semble-t-il, le corps de Napoléon, puisqu'il y a tant de différences entre les deux, encore une fois, entre la bière de 1821 et celle de 1840, eh bien, le corps qui a été rapatrié pourrait bien être carrément le corps de Cipriani lui-même. Ce qui veut dire qu'on aurait, depuis tout ce temps, depuis 1840, depuis 170 ans, on aurait aux Invalides le corps d'un maître d'hôtel. C'est bien ça? Exactement. D'ailleurs, les témoins de 1840 constate que l'exhumé a le même visage que le masque Antomarchi. Et pour eux, il n'y a aucun doute. Ils le disent textuellement. Ils le disent textuellement, absolument. Le général Gourgaud en parle lui-même. D'autres témoins le disent. Et, quelle ressemblance avec le masque Antomarchi dont on sait, lui, qu'il est celui le dessinateur, bien sûr, à Paris, mais qui est donc mandaté par le fils Lascaz, le fils de Lascaz, qui a été le témoin de l'exhumation, veut faire un dessin de l'exhumé de 1840, veut faire un dessin de l'empereur dans son uniforme, dans son cercueil, et le visage est bien celui du masque Antomarchi. C'est exactement la même chose. Donc il n'y a aucun doute de ce fait. Pour Georges Rétif de la Bretonne, c'était évident, ça n'était pas Napoléon qui était présenté à ce moment-là. C'était évidemment Cipriani. Ce qui veut dire que, alors là on est en 1840, au moment où l'on enterre en grande pompe le corps de l'empereur aux Invalides, et c'était d'ailleurs la dernière volonté qu'il avait lui-même manifestée, il voulait reposer au bord de la Seine, au milieu de ce peuple français qu'il avait tant aimé, disait-il, c'était une de ses dernières volontés. Au moment donc où on inhume ce corps en 1840, ce ne serait pas le corps de Napoléon. Mais alors maintenant, vous allez plus loin. Vous nous dites, et Georges Rétif de la Bretonne avait émis cette hypothèse, mais vous la développez. Vous nous dites que ce qui est possible, c'est que le corps de l'empereur ait été par la suite carrément, enfin le faux corps, ait été par la suite escamoté, et que le tombeau des Invalides, tout simplement, soit vide. Absolument. Alors ça se comprend très bien, parce que finalement c'est Napoléon III, le propre neveu de Napoléon Ier, qui a eu donc la tâche d'inhumer définitivement Napoléon dans ses cercueils venant de Sainte-Hélène en 1861. D'ailleurs, c'est très étonnant, le monument de Visconti a été terminé en 1853. Donc le tombeau de l'empereur. Et Napoléon III a bizarrement attendu 1861 avant de procéder à ce transfert, ce qui est tout de même assez curieux. Alors le tout, c'est de savoir ce qui s'est passé entre 1853 et 1861, parce que voilà une nouvelle énigme encore. Les cercueils reposaient dans la chapelle Saint-Jérôme. Ils étaient en principe naturellement bien gardés, mais enfin vous savez, la nuit on peut faire beaucoup de choses.
Alors, ce qui est étonnant, c'est que vous avez trouvé à l'appui de ce que vous dites là un document incroyable, puisque dans la presse, à la fin du 19e siècle, il était déjà question de cet escamotage. On se demandait tout simplement si le tombeau de l'empereur aux Invalides n'aurait pas été vide. Nous y venons, nous allons, si j'ose dire, creuser la question en votre compagnie, Bruno Roy-Henri, dans un instant. Nous revenons aujourd'hui sur un certain nombre de mystères qui entourent la disparition de l'empereur Napoléon. Alors j'ai justement, Julia, sous les yeux l'article paru hier à la page 2 du Figaro, article signé Delphine de Malvoué, et qui nous raconte, alors qui parle évidemment des travaux du professeur Lucotte sur le génome, sur l'ADN de Napoléon. Alors je n'entre pas dans les détails, savoir d'où vient cet ADN, ce serait l'objet d'une toute autre émission. Ce qui m'intéresse surtout, moi, dans cet article, c'est la fin, c'est l'interview qu'a donnée le prince Charles-Napoléon qui dit « La thèse répandue d'une substitution du cadavre n'est pas une question essentielle pour moi, elle serait même plutôt saugrenue car je pense plutôt pour sa présence. Mais si j'ai peu de doutes, je trouve aussi que se retrancher dans des certitudes en position de principe n'est pas recevable. Comme je n'ai ni préjugés ni tabous, pourquoi ne pas mettre un terme définitif au débat par des preuves scientifiques? Au nom d'un principe simple, la vérité, je pense qu'il n'y a pas de mauvais moyen pour la démontrer. Et donc ce que propose le prince Charles-Napoléon, et malheureusement toute la famille, tous les descendants de l'empereur ne sont pas du tout de cet avis, mais en tout cas ce qu'il propose, ce serait tout simplement d'ouvrir le tombeau de Porphyre, enfin de faux Porphyre, d'ouvrir les bières de l'empereur, d'aller faire un petit prélèvement et d'analyser, de regarder ce qu'il y a tout simplement. Déjà de voir s'il y a bien un corps dans ce tombeau, car ce que vous nous dites, vous, Bruno Roy-Henri, c'est que rien n'est moins sûr. Rien n'est moins sûr, en effet, parce que Napoléon III, très certainement, a fait retirer le corps de l'imposteur, dans la mesure où, en 1861, la cérémonie qui s'annonçait normalement grandiose, qui aurait dû être grandiose, en vérité est réduite à sa plus simple expression. Ça a été vraiment peu de choses. Très étonnant. Et par ailleurs, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de nom sur le sarcophage, il n'y a pas de signe particulier. Enfin, c'est quasiment un sarcophage anonyme, bien qu'on nous dise que c'est l'empereur qui repose ici. Alors, cette cérémonie du 2 avril 1861, c'est encore plus drôle. Figurez-vous qu'elle a failli avoir lieu le 1er avril, la veille. D'accord. Il y a tout de même des aides de camp de l'empereur qui lui ont fait remarquer que ça pouvait prêter à confusion. Et malgré tout, bien que le public était tenu en dehors de la crypte, un gros poisson bizarrement, les Parisiens étaient venus nombreux à cette époque. Et ils ont été tenus à l'écart. La cérémonie a été la plus simple qui soit. Et surtout, alors qu'il avait fallu une quarantaine d'hommes pour transporter les cercueils, enfin le sarcophage d'ébène qui venait de France pour transporter le corps de Napoléon en 1840, eh bien, il n'était plus que 24 en 1861. Donc il était plus léger, a priori. Il semblait beaucoup plus léger. Donc on peut se poser la question, est-ce que, entre-temps, on n'aurait pas retiré les cercueils qui venaient de Sainte-Hélène, justement? Et pourquoi? Parce que Marchand avait rencontré Napoléon III en 1853. Il avait eu un entretien particulier avec lui qui avait duré un peu plus de 20 minutes. Et Napoléon III en était ressorti bouleversé selon les témoins. Probablement qu'à cet instant, Napoléon III a appris beaucoup de détails sur la mort de son oncle et sur la suite qui avait été donnée au sort concernant sa dépouille. Alors, surprise, on a un écho des doutes qui se sont très tôt finalement manifestés, un écho dans la presse nationale, puisqu'un grand quotidien qui s'appelait Le Gaulois, dans les années 1880, va faire toute une enquête. Exactement. Alors vous avez 6 articles du Gaulois qui s'étalent du 23 septembre 1887 au 30 septembre et qui expliquent qu'une haute personnalité de l'administration serait tombée sur un dossier qui contiendrait le procès-verbal de constat comme quoi le corps de Napoléon Ier n'était pas dans les cercueils de Sainte-Hélène en 1840. En tout cas, il était absent du sarcophage en ébène. Et à ce moment-là, évidemment, c'est la bronca en quelque sorte des autres organes de presse. Et le Gaulois va sortir des précisions en expliquant qu'il y a eu un procès-verbal établi par une commission secrète composée par Napoléon III, document qui serait annoté de la main de Napoléon III, et les journalistes, tous les confrères naturellement, vont poser des questions au ministère. Le ministre à l'époque, c'est Eugène Spuller, qui est ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts. La haute personnalité en question, ça serait certainement
Xavier Charme, qui est le directeur du bureau du secrétariat de la comptabilité de ce ministère. Et ce n'est pas n'importe qui, car il sera sénateur, il sera membre de l'Institut, membre de l'Académie des sciences morales et politiques. Ses frères avaient des relations très approfondies avec Thiers. Et manifestement, dans cette famille Charme, on était au courant de beaucoup de choses sur le sort de Napoléon. Et les journalistes vont donc aller jusqu'à voir le secrétaire du ministre, qui s'appelle Leroy, et Leroy ne dément pas. Leroy dit effectivement, nous avons entendu parler de ces pièces, de ces documents, c'est très intéressant, évidemment, il faut répondre à la question, savoir si c'est vrai ou si ça n'est pas vrai. Malheureusement, je ne peux pas vous dire si c'est vrai ou pas, car le seul qui puisse nous renseigner, c'est monsieur Xavier Charme, et il est en vacances, comme par hasard. Voyez-vous. Mais dès son retour, nous allons éclaircir cette affaire, et le ministère publiera un communiqué. Or, on n'a jamais eu de communiqué parce que Xavier Charme est bien revenu de ses vacances, oui. Mais il n'y a pas eu de démenti. On a vraiment tout fait pour étouffer cet article de presse. Mais c'est bizarre parce que comment se fait-il que la presse n'ait pas continué son enquête? C'est-à-dire on pose cette question en 1887, c'est ça? 1887. On pose la question, en plus dans un grand journal, dans Le Gaulois, donc ça a dû faire un peu de bruit à l'époque, et puis c'est terminé, plus personne ne repose la question ensuite pendant plus d'un siècle. Tout à fait. Tout à fait, c'est très bizarre. Alors le Gaulois lui-même clôture son enquête en quelque sorte en expliquant que finalement ça n'a pas d'importance. Que Napoléon soit ou ne soit pas aux Invalides, l'important c'est que sa gloire demeure et que s'il n'est pas présent physiquement, si son corps n'est pas présent physiquement, la colonne en bronze de la place Vendôme n'en demeure pas moins l'exemple de la gloire et de son épopée. Mais les journalistes, on sent bien que les journalistes eux-mêmes ont subi des pressions, et il n'est d'ailleurs pas impossible que la famille impériale elle-même soit intervenue pour bloquer cela, parce que vous aviez des réactions jusqu'en Angleterre à ce moment-là, où déjà des lecteurs anglais voulaient faire monter une association pour demander des dommages-intérêts au musée des Invalides pour leur avoir présenté un sarcophage qui était vide. Vous avez vous-même demandé à plusieurs reprises l'ouverture du tombeau des Invalides, Bruno Roy-Henry. Et vous n'êtes pas le premier à l'avoir fait. Celui qui l'a fait en premier, outre les gens du Gaulois en 1887, c'est évidemment Georges Rétif de la Bretonne, comme vous le savez. Personnellement, moi j'ai surtout demandé à faire une analyse ADN du morceau d'épiderme qui est détenu. Alors oui, il faut dire que ce morceau d'épiderme était sur le suaire qui entourait le corps. C'est cela. Alors le docteur Guillard l'a récupéré en 1840, il l'a mis dans un médaillon pour le protéger naturellement. Et plus tard, c'est arrivé, il en a fait don à Napoléon III, probablement. Ensuite, c'est son écuyer, Firmin Rimbaud, qui l'a récupéré. Et c'est finalement l'héritier, Félix Rimbaud, en 1936, qui en a fait don au musée de l'armée. Donc, pendant presque 70 ans, de 1936 à 2005, ce morceau d'épiderme dans son médaillon était exposé aux Invalides, où chacun pouvait le voir. Mais à partir du moment où certains, comme moi-même, ont demandé à ce qu'on puisse faire une analyse ADN, il n'a pas disparu, il a été transféré au fort de Satory pour plus de sécurité. Il a été classé à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, voyez-vous, comme c'est bizarre. Et il est actuellement dans un coffre-fort dans le dit fort à Satory. Tout ça est déprimant, mais pour vous remonter un peu le moral, je vous propose d'entendre une marche impériale, Bruno Roy-Henry, ça s'appelle Pour l'Empereur. Alors quand on reprend toutes ces affaires, on se rend compte que la mort de l'empereur et tout ce qui s'est passé ensuite, tout ça est littéralement baigné de mystère. Les énigmes se succèdent. Il y a d'abord, évidemment, et nous n'en avons pas dit un mot aujourd'hui, mais il y a toute la question de l'empoisonnement éventuel de Napoléon. Est-ce que, oui ou non, Napoléon a été empoisonné? Si l'on admettait qu'il ait été empoisonné, qui l'a empoisonné? C'est toute la question. Est-ce que ça pourrait être Montholon? Est-ce que ce sont les Anglais? Est-ce que c'est une alliance des deux, etc. Et puis ensuite, est-ce que le corps de l'empereur a donc été substitué sur place dans l'île de Sainte-Hélène? Et vous ajoutez maintenant, j'allais dire, un nouvel étage à cette série d'énigmes, puisque vous nous dites, à cette tour, à ce phare d'énigmes, puisque vous nous dites que après l'arrivée au pouvoir du neveu de l'empereur, de Louis-Napoléon Bonaparte, devenu Napoléon III, on aurait carrément retiré des Invalides le corps même qui se trouvait dans le tombeau. Donc ça fait quand même beaucoup de questions et beaucoup de mystères. C'est vrai, mais c'est tout à fait logique de la part de Napoléon III. On ne peut pas penser qu'il ait laissé faire ce sacrilège, car en présence d'un imposteur, il n'était pas admissible que le neveu puisse laisser la situation en état.
D'un autre côté, il ne pouvait pas dévoiler la vérité, naturellement, parce que ça aurait été un énorme scandale qui aurait entraîné incontestablement des difficultés avec l'Angleterre, pouvant même aller jusqu'à un conflit, car à l'époque, les Français étaient relativement anglophobes, c'est le moins que l'on puisse dire, et par conséquent, il est tout à fait certain, à mes yeux, que Napoléon III a fait en sorte que le sarcophage en question soit désormais un cénotaphe. Mais un cénotaphe, c'est-à-dire une tombe vide. Voilà, un monument funéraire sans le corps, de façon à ne pas dévoiler le scandale. Alors, est-ce qu'il y aurait, je me suis posé la question évidemment, puisque pour l'instant la famille, on peut dire que l'État se retranche derrière la famille pour dire qu'il n'est pas question d'ouvrir le tombeau. Est-ce qu'il y aurait des moyens, sans avoir à ouvrir le tombeau, pour savoir si au moins il y a quelque chose dedans? On a avec les systèmes très performants maintenant, très modernes, de radars, d'écolocation, etc. On pourrait peut-être voir ce qu'il y a dans le tombeau sans avoir même besoin de l'ouvrir. On se rendrait peut-être tout simplement compte qu'il est vide. C'est bien difficile de vous répondre parce qu'il y a tout de même, certainement ce qui est resté, c'est le sarcophage d'ébène qui avait été fabriqué en France en 1840 pour recevoir les autres cercueils de Sainte-Hélène. Et il est doublé. Un sarcophage qui lui-même donc contenait 4 cercueils. C'est ça. Il est doublé lui-même en étain, en plomb. Est-ce que nous avons les moyens suffisants pour pouvoir percer ce confinement, si j'ose dire? Ça, c'est une affaire de spécialistes, mais à tout le moins, on pourrait sans doute essayer, probablement. Et de toute façon, ça supposerait qu'on obtienne l'autorisation de la part des autorités qui sont actuellement, qui ont en charge la surveillance du tombeau de l'empereur, bien entendu. En Absolument. Le musée de l'armée, les Invalides. Il faut que ce soit une demande de la famille, de toute manière, et que l'État donne son accord. Alors, il n'y a aucun doute là-dessus. Ce n'est pas une nouvelle parce qu'il l'avait déjà dit, mais là maintenant il le répète très ouvertement dans la presse. L'un des membres de la famille, l'un des descendants de l'empereur, le prince Charles-Napoléon, donc depuis hier, très officiellement, est favorable à l'ouverture du tombeau. Ça, c'est une chose... Absolument, absolument. Et de même qu'il serait favorable à cette analyse ADN de ce morceau d'épiderme, qui, d'une certaine manière, quand même, pourrait faciliter le dossier, car si on établit que les ADN sont différents, puisque le professeur Lucotte nous a donné un génome complet de Napoléon, l'ADN complet de Napoléon, il n'y aura qu'une difficulté à le comparer avec ce morceau d'épiderme. Alors s'ils sont identiques, eh bien, il faudra reconnaître que nous nous sommes trompés, mais j'ai bien peur qu'ils ne soient très différents. En effet. Pour tous ceux que cette question passionne, je renvoie bien entendu à votre ouvrage, Bruno Roy-Henry, Napoléon, l'énigme de l'exhumé de Sainte-Hélène, aux éditions de l'Archipel. On peut aussi aller sur votre site internet. On peut aller sur mon site internet, empereurperdu.com. Empereur perdu dans un seul mot. Un seul mot. .com, et là on a tout le développement de l'affaire, point par point, avec énormément de détails, parce que vous aurez bien compris que ce que nous avons dit aujourd'hui n'est qu'une sorte de survol d'une question extrêmement compliquée. Et disputée. Je suis ravi qu'en tout cas on ait pu le faire et qu'on ait pu insister un peu sur cette affaire du masque mortuaire qui est un peu subtile. Une affaire dans l'affaire. C'est l'affaire dans l'affaire, mais qui n'est pas la moins intéressante. Merci beaucoup.